C'est bon? Ok. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau débat organisé par le secteur international du Parti communiste français et pour cette fois-ci en collaboration avec la Fondation Gabriel Péri que je représente. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons au nouvel accord de coopération monétaire qui a été signé le 21 décembre 2019 par le gouvernement français et par les gouvernements des 8 États de l'Union monétaire ouest-africaine, l'UMOA. Cet accord a donné lieu à une loi autorisant son approbation, loi qui a été adoptée en Conseil des ministres le 20 mai dernier en France. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de réformer les instances et le fonctionnement du franc CFA, monnaie créée en 1945, qui est donc une survivance de l'ère coloniale contre laquelle ont lutté beaucoup de responsables politiques, parfois au prix de leur vie pour certains. On luttait également contre des économistes, des chercheurs et des mouvements citoyens qui ont été de plus en plus nombreux ces dernières années pour sensibiliser les opinions publiques à la question monétaire et à la question centrale de la souveraineté monétaire. Alors, nos deux invités d'aujourd'hui sont pleinement investis dans ce combat. Nous les remercions d'avoir accepté notre invitation. Ndongo Sambasila, bonjour. Vous êtes économiste, chargé de programme à la Fondation Rosa Luxembourg à Dakar. Vous êtes l'auteur avec Fanny Pigeot de L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA qui a été publiée en 2018 aux éditions de La Découverte. Bienvenue parmi nous. Également, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Martial Zebelinga, économiste et sociologue, membre du comité scientifique de l'UNESCO pour l'histoire générale de l'Afrique. Vous êtes co-auteur du livre Sortir de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA, publié aux éditions La Dispute avec le soutien de la Fondation Gabriel Péri en 2016. Alors, pour commencer, ce nouvel accord monétaire et la loi qui autorise son approbation propose de rebaptiser le franc CFA ECO. Mais au-delà de cette symbolique du changement de nom, qu'en est-il exactement de cette réforme, des changements qu'elle introduit? Acte-t-elle la mort du franc CFA ou organise-t-elle une continuité et maintient-elle la servitude monétaire que vous avez décrit l'un comme l'autre dans vos travaux et dont il est urgent de sortir aujourd'hui? Donc, pour répondre à notre question, peut-être Martial en premier, puis Ndongo ensuite. Bon, je croyais qu'on commençait par les plus jeunes. Bon, alors, je commence ou Ndongo, tu veux commencer? Tu peux commencer, Martial. Le droit d'aînesse en Afrique, c'est important. D'accord, très bien, merci. Alors, si la question est de savoir est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle ère, la réponse, elle est clairement dans les propos qui ont été tenus par ceux qui ont annoncé cette réforme depuis Abidjan. Il avait été dit, ce qui avait été soutenu contre nos propos, c'est que la zone marchait bien et que tout se passait bien. Donc, a priori, il n'y avait pas de raison que ceux qui disaient que la zone marchait bien, il n'y a pas de raison qu'ils changent. Et les termes qui sont utilisés par la communication, c'est de dire que ce sont des changements symboliques. Ça, c'est des termes qui sont explicitement utilisés. Ou alors, ce qui a été dit, c'est qu'on allait enlever les irritants politiques. Enlever donc le nom, parce que le nom renvoyait symboliquement à la période coloniale. Or, les arguments qui ont été avancés étaient des arguments qui allaient bien sûr dans la dimension historique, symbolique, mais qui touchaient à la politique monétaire, qui touchaient également à toute la dimension de souveraineté monétaire, souveraineté des décisions. Donc, pour l'essentiel, pour ce qui est de la politique monétaire restera la même puisqu'on a toujours un ancrage à l'euro et que c'est une monnaie à change fixe avec les contraintes qu'on connaît sur cette monnaie-là, sur ce régime de change sur lesquels je ne vais pas insister. Donc là, les choses n'ont pas changé. La gouvernance générale de la monnaie n'a pas changé non plus. On a toujours les mêmes critères qui sont d'ailleurs repris de la construction européenne. Donc, on a toujours cette espèce d'eurocentrisme. Ça, rien n'a changé de ce point de vue-là. Il y a donc, on va dire, le nom en principe, parce que même là, on n'est pas certain. Il y a la question des réserves qui ne seraient plus au compte d'opération, mais quand vous regardez la syntaxe, tout n'est pas très, très clair. On a dit qu'ils ne sont plus obligés. En principe, le compte d'opération devrait disparaître, mais ce n'est pas exactement dit dans le projet de loi. Donc, il y a quand même, pour l'essentiel, on a principalement une proposition de changement de nom.
et puis une proposition de changement technique dans la garantie financière. C'est d'ailleurs ce que l'Union européenne a retenu, hein, c'est-à-dire que c'est les modalités techniques de la garantie financière qui changent, mais fondamentalement, le centre reste quand même, pour le moment, l'impulsion reste française. Hein, la loi, elle est à l'initiative de la France. Le président français l'avait dit à Abidjan. Donc, je crois que Ndongo aura sûrement des éléments à rajouter. En fait, quand on a parlé du franc CFA en décembre 2019, les présidents ivoiriens, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, ont parlé de la fin du franc CFA. Ça avait étonné beaucoup parce que déjà, il faut dire qu'il y a deux francs CFA. Il y a le franc CFA en Afrique de l'Ouest, qui est utilisé par 8 pays, et le franc CFA en Afrique centrale. Et donc, la réforme qui a été annoncée en décembre et pour laquelle il y a en fait le projet de loi qui a été discuté récemment, ça concerne le franc CFA émis par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour l'instant, l'Afrique centrale, on n'en parle pas. Donc, déjà, il ne peut y avoir du franc CFA tant que cette réforme ne concerne pas aussi l'autre franc CFA. Et sur le contenu de la réforme, comme Martial l'a dit, en fait, on ne peut même pas parler de réforme monétaire. C'est des réformes administratives parce que rien ne change. La politique monétaire ne change pas, les mêmes relations asymétriques entre les pays qui utilisent le franc CFA et la France ne changent pas. Parce que le franc CFA, au-delà du nom, c'est un système. Et donc, c'est un système qui repose sur des piliers qui sont là depuis 1939, avec la construction de la zone franc, qui ressemblait tous les territoires sous domination française à l'époque. Et donc, ces piliers, c'est quoi? C'est d'abord la parité fixe avec la monnaie française. Au départ, c'est le franc CFA et maintenant, c'est l'euro. Ça ne bouge pas. Ce qui ne bouge pas non plus, c'est la libre transférabilité, c'est-à-dire la possibilité pour les entreprises françaises de pouvoir rapatrier leurs fonds librement sans restriction. Ça ne bouge pas. Ce qui ne bouge pas non plus, c'est le principe que le Trésor français soit le garant, entre guillemets, du franc CFA. Et on sait que cette notion de garantie, en fait, ça ne vaut rien parce que, historiquement parlant, ce sont les pays africains qui ont garanti la parité du franc CFA vis-à-vis de l'euro. Et donc, c'est des mécanismes disciplinaires qui ont été mis en place pour que les pays africains n'aient jamais besoin de la garantie. Et d'ailleurs, même le projet de loi, le texte du projet de loi, le reconnaît que les pays africains n'ont pas besoin de la garantie française. Donc, ça veut dire que c'est un accord de coopération monétaire qui n'a pas d'objet. Et donc, tant qu'il y a un accord de coopération monétaire entre les pays qui utilisent le franc CFA et la France avec cette statut, entre guillemets, de garant du Trésor français, on peut être sûr qu'on est toujours dans le colonialisme monétaire. Donc, ce sont des symboles dont la France a essayé de se débarrasser, ce qui sont appelés les irritants politiques. Mais pour l'essentiel, le système franc CFA qui était là depuis presque 1939 est toujours bien là, bien solide dans ses piliers fondamentaux. D'accord, merci pour ces premiers éléments de réponse. Et du coup, ça nous amène à comment a été reçue l'annonce de cette réforme en Afrique par les Africains, en Afrique de l'Ouest particulièrement, quand on sait que depuis 1983, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest travaille à un projet de monnaie unique qui devait lui aussi advenir en 2020 et porter le même nom, celui d'ECO. Alors, cette réforme du franc CFA à la mode Macron et Ouattara, vient-elle contrarier ce projet de la CEDEAO ou peut-elle s'y articuler d'une manière ou d'une autre? Qu'en pensez-vous, Martial? Alors, sur la question de la réception, ce qu'il faudrait dire, c'est que bien avant le projet de loi, parce qu'on en est là, hein, c'est encore un projet de loi, donc on ne peut pas encore dire que c'est une réforme. Bien avant le projet de loi, beaucoup d'auteurs, beaucoup de chercheurs, beaucoup de critiques avaient largement anticipé ce mouvement, puisqu'on a parlé déjà sur d'autres espaces, on a déjà parlé de cette éco-CFA. Éco-franc CFA, c'est le terme un peu qui s'est popularisé pour dire justement ce dont il ne pouvait pas être question, c'était un changement de nom ou alors parce qu'en fait, cette idée de changement de nom, elle n'est pas nouvelle. Si on prend les rapports qui ont été faits depuis les années 2010, le rapport Védrine, par exemple, déjà en 2013, ou plus tard le rapport Strauss-Kahn en 2018, en fait, il y avait toujours cette idée que
bon, avec des nuances selon les expertises, mais il y avait toujours cette idée de changer quelque chose, mais de changer le nom, mais de garder en gros l'essentiel, avec Strauss-Kahn demandant un peu plus de flexibilité, etc. Donc, cette question a été largement anticipée, on l'appelait déjà éco-CFA. Et elle est encore plus profondément anticipée qu'en Afrique de l'Ouest. Alors, je suis bien sûr moins bien placé pour en parler, mais en Afrique de l'Ouest, l'idée d'une intégration monétaire est déjà largement ancrée dans les mentalités. Elle n'est pas seulement ancrée dans les mentalités. La CEDEAO, c'est une union douanière déjà. Et c'est un espace dans lequel il y a quand même une certaine mobilité d'acteurs, de circulation, etc., qui est aussi liée à l'histoire. Donc, je pense que la réception, elle est à la mesure de ce qu'on aurait pu attendre, c'est-à-dire qu'il y a un vrai scepticisme, parce que ce n'est pas ce que les populations attendaient. Et j'ai été très frappé par une réaction d'un jeune qui passait à la télévision, et qui a dit, il avait absolument raison, il a dit en fait ce qu'on attend, ce n'est pas une réforme qui soit écrite par la France, c'est une réforme qui soit écrite par les Africains. Et en fait, c'est ça le sens de l'histoire, puisque si on en arrive aujourd'hui à parler de réforme, ce n'est pas parce que des experts français ou des dirigeants africains ont demandé avec insistance la réforme, c'est parce qu'il y a eu toute une dynamique citoyenne, intellectuelle, etc., pour pousser à ça. Donc la réception, je pense qu'elle est tout à fait normalement opposée à quelque chose qui serait un replâtrage. Dongo, tu souhaites ajouter En fait, ce qui est intéressant déjà, c'est la reconnaissance du caractère colonial du franc CFA. Et cette reconnaissance-là, elle est venue presque d'une certaine presse centriste française. Quand le journal Le Monde publie à la suite, disons, du Conseil des ministres qui a présenté le projet de loi sur la réforme du franc CFA, on a vu un petit article du Monde disant le franc CFA était la dernière monnaie coloniale circulant en Afrique de l'Ouest. Et donc, généralement, ceux qui disaient ça, je vous dirais, il y a 6 mois, on les taxait d'extrémistes. Mais maintenant, voilà qu'on reconnaît le caractère colonial du franc CFA. Donc, a posteriori, en fait, tous les économistes, quand ils disaient que voilà, c'est une monnaie coloniale, il y avait ce déni-là. Mais maintenant, on constate cela. Mais ce qui est important, c'est qu'aussi, on est toujours dans ce déni-là. Et en Afrique, la réaction la plus intéressante, à mon avis, est celle qui est venue des pays anglophones. On a vu, par exemple, des intellectuels nigérians écrire et disant que la France veut pirater, court-circuiter le projet de monnaie unique de la CEDEAO. C'était très intéressant. Pourquoi? Parce que l'ECO même, c'est le diminutif de ECOWAS. ECOWAS, c'est le sigle anglais de CEDEAO, donc la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc 15 États en Afrique de l'Ouest, dont les 8 qui utilisent le franc CFA. Et donc voilà que la France vient proposer de renommer le CFA ECO en violant d'une certaine manière la feuille de route qui avait été agréée par les 15 chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et donc ça pose problème. Et d'ailleurs même les pays anglophones, ils sont 5, plus la Guinée au mois de janvier, certains de leurs ministres et banquiers centraux sont sortis pour dire nous regrettons la décision, en fait l'annonce qui a été faite par le président Ouattara et Macron, parce que telle n'a pas été la feuille de route qui a été agréée de concert entre tous les pays de la CEDEAO. Donc l'ECO, ce n'est clairement pas le nom qu'il faudrait utiliser pour renommer le franc CFA. Il faut utiliser beaucoup d'autres noms, mais pas ECO, parce que ECO, ça appartient à la CEDEAO. Et du coup, ce qui se passe, il y a beaucoup de nos amis qui sont panafricanistes, mais qui n'étaient pas dans le combat. Maintenant, ils rejoignent le combat pour dire « Ah, mais pourquoi la France veut saboter maintenant notre projet d'intégration, etc. » Donc, il y a cette réaction qui est très intéressante et qu'il faudra suivre parce qu'on ne sait pas quelle pourra être aussi la réaction officielle des chefs d'État. Est-ce qu'ils accepteront que les pays de l'UEMOA utilisent l'ECO parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser l'ECO? C'est une forme, disons, de vol même. Et donc, il faudra étudier de près la réaction, en tout cas, des pays de la CEDEAO qui sont hors de l'UEMOA. Ok, du coup, cela m'amène à la question suivante sur le processus de ratification par les États de l'UEMOA de ce projet de réforme. Comment va-t-il se dérouler maintenant que l'accord est signé et que la loi a été adoptée en France? Est-ce que les parlements africains seront amenés à en débattre?
Est-ce qu'il va y avoir un processus démocratique conduisant à son adoption? Bon, ben, si on reste dans le même, c'est ça, on reste dans le même ordre. Allons-y. Okay. En fait, ce qui a été dit va justement dans la question, ramène à la question de la ratification. Parce qu'effectivement, le terme éco, non seulement c'est la monnaie de l'ECOWAS, donc de la CEDEAO, c'est un terme qui avait été choisi pas seulement en 2010, il avait déjà été choisi en 2000, dans les années 2000, lorsque les pays d'Afrique de l'Ouest, les pays anglophones, faisaient leur propre processus de convergence pour devenir une monnaie qui deviendrait la monnaie unique, en gros, de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, la question qui est posée, et c'est pour ça que c'est absolument intéressant, c'est de voir comment des pays qui ont accepté, des dirigeants qui ont accepté et signé la feuille de route de la CEDEAO, pas qu'une fois, parce que le projet de la CEDEAO, on l'a dit, date de 1983. Et donc, il a été à plusieurs reprises amendé, repoussé, mais à chaque fois revalidé par les États africains, par les 15 actuels. Et donc, la question, c'est comment ces États, ou ces dirigeants tout au moins, vont-ils arriver à se dédire pour admettre un nouvel écho? Alors, c'est vrai qu'on peut trouver des astuces. Hein, on va dire il y a le dollar canadien, le dollar américain, etc. Mais on voit bien, et vos questions sont tellement bien posées, parce qu'à chaque fois, elles s'emboîtent sur la suite. On voit bien que, mais je vais vraiment juste faire une parenthèse, on voit bien pourquoi aussi la CEMAC n'est pas inclue dans le processus. Parce que ça renvoie un peu à cette idée que si la CEMAC avait un processus, mettons CEAC en Afrique centrale, probablement qu'elle aurait été incluse dans le projet. Mais comme elle n'est pas dans un projet d'intégration et qu'il y a un autre projet d'intégration plus ouest-africain, on a l'impression qu'on est dans un jeu, pas seulement de représailles, mais un jeu de repositionnement permanent pour pouvoir maintenir le cap. En tout cas, constitutionnellement, dans la plupart des constitutions, Mamadou Koulibaly l'avait montré il y a un certain nombre d'années, il faut lire juste les constitutions, même des 14 pays, eh bien, vous voyez que les parlementaires, en fait, ils ont une compétence sur les questions constitutionnelles. Et cette compétence, quand on regarde l'histoire du franc CFA, c'est aussi pour ça qu'on a parlé souvent de déni démocratique, c'est que cette compétence, en fait, leur a été en général enlevée. C'est-à-dire que les principales étapes, les principaux changements qu'il y a eu ne sont pas passés par le Parlement, ne sont pas passés par les institutions. Et là, le projet de loi français a au moins cet avantage, c'est qu'il précise qu'il doit y avoir et qu'il y a un processus de ratification qui est en cours en Afrique de l'Ouest. C'est clairement dit dans le projet de loi. Il est dit aussi que ça devrait se faire, alors en France en tout cas, au plus tard, donc à la fin du 3e trimestre. C'est ce qui se dit dans les éléments de langage. Et vous voyez qu'on retrouve ces éléments de colonialité, c'est-à-dire que qui détient le temps finalement de la réforme? Est-ce que les Africains doivent se coller sur le temps parlementaire de la réforme française, donc avoir en quelque sorte obligation de se dépêcher pour avaliser les choses? Supposons qu'ils proposent des amendements, ça marchera comment? Est-ce qu'ils vont amender seulement de leur côté et faire revenir en France ou pas? Il y a une grande complexité. Mais surtout, je pense qu'au moins cette ouverture est faite et c'est très bien. Il faudra désormais que les parlementaires, parce que dans tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, les parlements qui sont normalement la représentation populaire n'ont pas pris la parole, alors qu'ils auraient pu prendre la parole. À plusieurs moments, ils auraient pu prendre la parole, ils ne l'ont pas fait. Et là, ils ont quelque part obligation de donner leur point de vue. Et je crois que c'est un rang qui est extrêmement important dans le processus d'appropriation des politiques monétaires et des politiques publiques en général. C'est-à-dire que chacun joue son rôle. Il y a des intellectuels, il y a des chercheurs, il y a les décideurs politiques. Alors, on met souvent le curseur sur les décideurs politiques, mais il y a également le rôle des parlementaires. Et ça va être à eux de dire comment ils se positionnent par rapport à l'intégration régionale que jusqu'à présent, depuis 1983, ils ont avalisé. Dongo, tu souhaites ajouter quelque chose sur ce point? Oui, en fait, ça va être un moment intéressant parce qu'on va voir quelle va être la réaction des parlementaires africains et aussi des organisations de la société civile, des intellectuels. Parce que c'est un moment qu'il faut saisir parce que c'est un enjeu démocratique.
en fait, parce que les questions monétaires et de manière générale, les questions économiques doivent de plus en plus être l'objet des préoccupations de la part des populations. Et donc, moi, je souhaite vivement que les populations, les intellectuels, les organisations de la société civile s'emparent de ce mouvement-là, de ce moment-là. Mais il y a une question qui se pose. Sous quelle forme la ratification va avoir lieu? Parce que si les questions monétaires sont une compétence, disons, déléguée au niveau communautaire, il n'est pas sûr que les parlements aient leur rôle à jouer. Peut-être qu'ils auront juste un rôle de faire valoir. Et donc, sur cet aspect-là, il faudra être vigilant. Il est dommage que les constitutionnalistes que nous avons en Afrique ne s'intéressent pas du tout à ces questions-là, et qui sont des questions essentielles. Et donc, j'espère que, voilà, il y aura des clarifications à ce niveau. Parce que la monnaie, c'est au fondement, disons, de la société. Et il est dommage de voir que même nos constitutions, la charte fondamentale censée décrire un peu notre style de vie, comme disait Aristote, parce que la constitution, c'est le style de vie. Tout ce qui concerne la monnaie est copié-collé. La Ve République, quand je dis copier-coller, je ne fais pas, disons, de l'exagération. C'est du copier-coller. Alors que la France est passée à l'euro depuis 1999. Et donc, c'est du copier-coller, c'est ce qui se faisait avant. Donc, ça veut dire que même nos constitutions sont caduques d'une certaine manière quand on regarde les dispositifs monétaires. Donc, c'est pourquoi j'espère que les populations, les intellectuels saisiront ce moment-là. Alors aussi, autre clarification peut-être à apporter et de laquelle cette réforme ne dit pour l'instant absolument rien, c'est celle de la fabrication de la monnaie. Alors on sait que la fabrication du franc CFA se fait en France. C'est un marché important pour la Banque de France. Est-ce qu'avec cette réforme, la France va continuer à imprimer, fabriquer les billets, futurs billets éco, ou bien les pays africains vont-ils reprendre la main sur le processus de fabrication? Martial. Il faut juste préciser une chose. Je suis désolé, je m'en voudrais de ne pas le faire. C'est que le projet de loi actuel, il est incomplet, mais il le dit lui-même. Ouais. Donc, il y a un certain nombre d'aspects qui sont considérés comme des aspects techniques. D'accord ? Par exemple, on ne sait pas, puisque dans ce projet de loi, la France officiellement, le projet de loi officiellement fait passer la France à un statut officiel de garantie, de garant financier. Sauf que, comme il est censé ne plus y avoir de compte d'opération, le compte d'opération permettant de retracer systématiquement les opérations, permettant de dire, voilà, quelle est l'exposition du risque français, si risque il y a. Et donc là, on sait que jusqu'à présent, il n'y a pas de risque, puisque ce sont les réserves africaines qui financent en gros le système. Mais en tout cas, il faudrait, et c'est précisé, il faudrait une convention, une nouvelle convention pour préciser les modalités techniques. Or, si on devait ratifier un texte aujourd'hui, sans connaître les conditions techniques, on pourrait se retrouver avec des éléments qu'on a peut-être trop vite surestimés, qu'on a passé un peu sous silence, et se retrouver avec les mêmes éléments de tutelle à l'ancienne. Donc ça aussi, c'est une donnée assez importante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ratifier, quelle que soit la forme que ça prend. Il faudrait que ce soit la forme la plus débattue, la plus ouverte possible, mais on ne pourrait pas ratifier un texte si des éléments qui concourent notamment à la question de la garantie, qui est très problématique, ne sont pas connus. Donc ça, point d'interrogation. Quand est-ce qu'on aura cette convention, qui est censée être une convention un peu technique, mais il faudrait qu'on l'ait pour faire toute forme d'appréciation de la situation. Donc, sur la question de l'impression des billets, je crois que cette question, bon, elle n'est pas abordée dans le projet de loi, hein, ce qui est normal, c'est pas non plus l'objet d'un projet de loi, mais ça fait partie, en fait, de l'ensemble de ce qu'on peut appeler le système CFA, hein, l'arrangement institutionnel et les aspects annexes qui sont extrêmement importants, quelquefois beaucoup plus importants que les aspects discutés. On sait, par exemple, qu'au-delà de l'impression des billets, les deux banques centrales africaines, donc la BCAO, qu'on appelle BCAO ou la BEAC, sont des très importants clients de la Banque de France, qui leur fait plusieurs services, parmi lesquels l'impression de billets. Ils ont des comptes importants auprès de la Banque de France. Il n'a pas été dit jusqu'à présent comment se solderait le compte d'opération, comment on fait les soldes, pour dire qui prend quoi, qui garde quoi, comment ça se passe. Ça, c'est des aspects qui ne sont pas clarifiés. Mais surtout, la dimension, la relation
entre les pays de la zone franc et la Banque de France sont des relations extrêmement importantes. Par exemple, tout ce qui est opération de change, c'est par la Banque de France que ça passe. Les opérations de change internationales pour passer du CFA à l'euro, ou quand les pays reçoivent de l'argent d'un autre pays, un pays hors zone euro, tout ça, ça passe par la Banque de France. Donc, il y a quand même, c'est une relation de monopole, quelque part, pour vis-à-vis, en tout cas, des deux banques centrales africaines. Et cette relation-là n'est pas une relation neutre. Elle n'est pas neutre. Et même si on restait sur la base strictement économique, entre guillemets, une relation de monopole de cette nature-là n'est pas une relation dans laquelle les prestations, les prix, etc., seraient les plus accessibles pour les clients. Donc, ça, ce n'est pas dit. La question de l'impression des billets est traitée souvent comme une question symbolique, alors que ce n'est pas une question symbolique. Il y a eu des années très connues, l'année 2005, 2004, 2005, où clairement, dans les rapports qui étaient faits au Parlement, il était dit que si on n'avait pas eu la commande africaine, la commande des banques centrales africaines, eh bien, les monnayages de la Banque de France auraient été en grande difficulté. Donc, les banques centrales africaines ont soutenu en grande partie cette industrie, cette part de l'industrie française, et ont soutenu des emplois. Il y a eu même des moments où la demande africaine, ça c'était 2004, 2005, était tellement importante que les usines ont refusé d'abord de produire parce qu'il y en avait trop. Et on a dû passer des accords avec les syndicats pour permettre la production de billets à destination des pays africains. Évidemment, on peut se poser la question, finalement, est-ce qu'on a des banques centrales dans ce contexte qui protègent les emplois finalement en France plutôt que d'en créer en Afrique, puisqu'on parle de plus de 150 millions de personnes qui utilisent des signes monétaires, et donc on peut tout à fait avoir des industries locales qui auraient 150 millions de personnes, donc pourraient avoir des économies d'échelle et produire à moindre coût, puisque le Nigeria a 200 millions d'habitants, mais le Ghana, il en a moins, il peut produire quand même sa monnaie. Donc, c'est aussi des enjeux industriels qu'il y a derrière, industriels et de services et de savoir-faire qui sont masqués en fait par ces questions-là. Et évidemment, ils ne sont pas résolus par la réforme proposée. Dongo, tu souhaites ajouter quelque chose ? Oui, oui. En fait, déjà préciser pour ceux qui nous écoutent que quand on parle des signes monétaires, les billets et les pièces, c'est une partie des moyens de paiement. Donc, ce n'est pas la partie la plus importante. Généralement, dans les pays les plus riches, c'est juste 5% des moyens de paiement. Mais les pays les plus pauvres, évidemment, dépendent plus en fait du cash. Par rapport à la coopération avec la France, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit souvent que le franc CFA, c'est un mécanisme gagnant-gagnant. Donc, moi, souvent, la question que je me pose, c'est pourquoi si c'est un partenariat gagnant-gagnant, en 60 ans, disons, de coopération, 1960-2020, 14 pays, quand même, qui représentent quelque chose, ne sont toujours pas capables de fabriquer leur propre signe monétaire. C'est quand même problématique. Ça veut dire que la coopération a été à sens unique. La Banque de France n'a jamais fait d'effort pour dire au moins aux banques centrales africaines, voici comment vous devez faire pour avoir les technologies, les savoir-faire pour que vous puissiez vous-même vous émanciper et voilà, fabriquer vous-même vos signes monétaires. Donc, ça veut dire qu'il y a un paternalisme même qui a été instauré, disons, depuis la période coloniale. Et ça continue. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que par rapport à l'éco, il faudra voir quelle est la réaction des pays anglophones et de la Guinée. Est-ce qu'ils vont accepter qu'on utilise le nom éco? Parce que s'ils n'acceptent pas qu'on utilise le nom éco, il n'y aura pas de billets et de pièces éco, bien évidemment. Et la dernière chose qu'il faut dire, c'est que de toute manière, même si les pays anglophones acceptaient tout ça, qui est éco, il n'y a pas de plan pour l'instant pour imprimer ces billets et pièces d'ici quelques années. Donc, la rhétorique de la fin du franc CFA, le changement en éco, n'a aucune portée opérationnelle, aucune. Par exemple, si on prend le cas de la zone euro, quand il y a eu l'euro, enfin, il y a eu l'introduction de l'euro scriptural en 1999, mais l'euro fiduciaire, c'est-à-dire l'euro avec les billets et pièces, est intervenu 3 ans plus tard. Donc, toute cette rhétorique-là, fin du franc CFA, quelque part aussi, c'est de la poudre aux yeux. On ne verra pas éventuellement les billets franc CFA, les billets éco de sitôt, en tout cas. Ok. Vous évoquiez en première partie que désormais, les réserves, il n'y aura plus l'obligation pour les pays africains d'en placer 50% au trésor français.
Est-ce à dire que les États et la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest pourront davantage mobiliser ces réserves monétaires au lieu d'alimenter le processus d'endettement qu'on connaît depuis des décennies? Les pays s'endettent à des taux élevés sur les marchés financiers ou auprès de bailleurs institutionnels. Alors, est-ce qu'avec cette réforme, les choses sont appelées à changer? Et puis, par ailleurs, peut-être l'autre pan de la question, c'est de savoir si la BCAO va aussi changer de politique de crédit. C'est une politique stratégique pour financer les économies, financer le développement, financer aussi les investissements qui sont exigés, notamment par la situation de crise dans laquelle on est à la faveur de la crise sanitaire, mais plus largement pour répondre aux différents défis du développement aujourd'hui. Alors peut-être sur ces questions, Ndongo, tu pourrais nous apporter ton éclairage? D'accord. Ce qu'il faut dire, c'est que la question des réserves, en fait, malgré la réforme proposée qui est de fermer le compte d'opération de la BCAO, les choses ne vont pas tellement changer. Pourquoi? Parce que si on prend le cas de l'Afrique centrale, de la BEAC, normalement, la BEAC également était tenue de déposer 50% de ses réserves de change auprès du Trésor français. Après, ça a été un peu, voilà, on a diminué la proportion jusqu'à 40%. On a toléré, disons, jusqu'à 40%. Mais de toute façon, sur le principe, même les 50% restants étaient souvent investis dans des titres de dette européens, français en particulier. Ils auraient pu user ces réserves pour les placer, disons, dans des actifs en dollars. Mais ça a toujours été en euros à 100%. À certaines années, en tout cas, pour ce qui est de la BEAC. Ça veut dire que on peut prendre l'argent de la poche gauche et mettre ça dans la poche droite. Donc, cette réforme ne change rien a priori sur le plan de la gestion, disons, des réserves. Parce que les réserves, c'est des moyens de paiement internationaux qui sont toujours détenus à l'étranger, sur des comptes à l'étranger. Donc, ça, il faut le préciser. Après, il y a beaucoup de nos compatriotes qui nous disent, ah, mais maintenant, avec la pandémie, il faudrait qu'on nous prenions nos réserves en France, qu'on nous essayons, disons, d'injecter des liquidités, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces réserves-là, dans le cas du système CFA, ils sont souvent destinés à préserver la valeur du franc CFA en euros. Donc, si nous voulons avoir une politique, disons, monétaire plus expansionniste, il faut sortir du système CFA. Ça veut dire ne plus permettre l'arrimage à l'euro. Et donc, tant qu'on est là, on veut garantir qu'à chaque fois qu'on présente 1 euro, on aura 656 francs. Et à chaque fois qu'on présente 656 francs CFA, on aura 1 euro. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une politique monétaire expansionniste. Parce que la seule manière, entre guillemets, de consommer ces réserves de change, de les utiliser, c'est à travers le canal du crédit. Les banques centrales facilitent le crédit, les banques commerciales facilitent le crédit, et donc une partie des crédits va sortir sous forme d'importation, de paiement à l'étranger, etc. Et donc ça va faire diminuer le niveau des réserves de change, et donc si ça fait diminuer, ça va mettre la pression sur le taux de change entre le franc CFA et l'euro. Donc, ça veut dire que cette question de la parité également, elle est importante. Donc, à chaque fois qu'on parle des réserves, il faudra mettre en relation avec le système CFA. Mais le système CFA a ceci de pervers qu'on dit aux États, on ne peut pas vous financer parce qu'il faut maintenir la parité et donc les États sont obligés de s'endetter. Et donc, comme ces États sont obligés de s'endetter pour pouvoir financer certaines dépenses, et souvent même le paradoxe, c'est quand même les taux d'intérêt en CFA sont parfois supérieurs aux taux d'intérêt sur les obligations qui sont livrées en monnaie étrangère. Et donc, du coup, ces États s'endettent. On leur dit que vous ne pouvez pas bénéficier de la coopération de la Banque centrale, mais vous pouvez prendre le carnet de chèques pour vous endetter comme vous voulez. Et donc, c'est cette situation-là qu'on a. Et c'est ce qui fait qu'actuellement, nous sommes dans l'impasse. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler, disons, le commentaire vraiment pertinent d'un économiste, d'un mécanisme britannique, qui disait en fait que les pays qui n'ont pas leur propre monnaie ont sur le plan financier un statut de colonie. Il disait ça en référence aux pays européens, pas africains. Il avait écrit en 1992. Les pays qui allaient vers l'Union européenne, vers la zone euro, il leur disait qu'en fait, quand vous n'avez plus votre propre monnaie, sur le plan financier, vous êtes comme une colonie ou comme une collectivité locale. Pourquoi? Parce que les colonies et les collectivités locales dépendent des taxes et des impôts pour financer leurs dépenses publiques. Mais quand vous êtes un État qui a sa propre monnaie souveraine, cet État ne dépend pas des impôts et des taxes pour sa dépense publique. Ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est que l'activité économique a reculé. Donc, les taxes et les impôts doivent nécessairement diminuer, alors que les dépenses des États doivent être au même niveau, voire même augmenter pour apporter une réponse, disons, importante par rapport aux défis que nous avons. Mais dans le cas des pays comme le système CFA qui n'ont pas leur propre monnaie, ils se retrouvent dans le cas de pays qui sont des vraies colonies au sens financier,
ils n'ont pas assez de recettes fiscales parce que c'est la conjoncture. En même temps, ils ne peuvent pas, disons, coopérer avec les banques centrales pour injecter les liquidités nécessaires dans leur monnaie locale pour pouvoir financer certaines dépenses en monnaie locale. Et donc, c'est pourquoi vous allez voir un pays comme le Sénégal dire, mais il faut annuler la dette parce que ces pays n'ont pas de recettes fiscales en ce moment, ils n'en ont pas assez. Et donc, du coup, ils n'ont pas leur destin en main. Il faut l'aide au développement, il faut plus d'endettement, il faut restructurer la dette. C'est pourquoi la question de la souveraineté monétaire elle est liée aussi quelque part à la question de la dette. Parce que les pays qui ont une vraie souveraineté monétaire, comme les pays occidentaux, c'est des pays qui ne s'endettent jamais en monnaie étrangère. Le Japon a un ratio d'endettement, des dettes publiques sur PIB, de plus de 230%. Et pourtant, le Japon n'est pas un pays surendetté. Le Sénégal est aux alentours de 65% et le Sénégal est un pays surendetté et qui est proche de l'insolvabilité. Donc, cette question de la dette également, nous ne pouvons pas la régler tant qu'on est dans des systèmes, disons, qui maintiennent une certaine forme de colonialisme monétaire. Merci pour cet éclairage, Ndongo. Alors, Martial, quelles seraient selon vous, pour élargir un peu le débat, les propositions alternatives pour une politique monétaire décoloniale qui serait réellement au service du développement? C'est vrai qu'on aurait besoin certainement d'une heure de plus. Ce serait un peu long parce que déjà je pense qu'il est important de voir la question de la crise en relation avec la politique monétaire, mais en fait, la crise n'est pas qu'une question de politique monétaire, loin de là. C'est-à-dire que si on avait des injections de fonds et même une politique monétaire souveraine ou même une dette souveraine, c'est vrai que des pays comme le Japon vivent très bien, entre guillemets, avec un ratio d'endettement important, très élevé, un des plus élevés au monde. Mais un des plus élevés au monde, parce que c'est une dette locale et que principalement, les citoyens achètent de la dette publique, les banques locales achètent de la dette publique. Donc, ils peuvent toujours financer leur dette. C'est vrai. Mais il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que la dette, elle n'est pas fabriquée par le Covid, elle n'est pas fabriquée par ces éléments. Au départ, la dette, elle provient aussi d'un modèle de développement qui n'est pas que monétaire, qui est un paradigme de développement suivant lequel on produit des matières premières et puis c'est ce que j'ai appelé la colonialité économique et essentiellement on exporte des matières premières qui sont nécessaires au développement ou à l'épanouissement des autres. C'est fondamentalement, si on ne change pas ce modèle, on peut même trouver des solutions techniques, financières, etc. Mais on reviendra toujours à ce problème de trouver de l'endettement parce qu'on a une extraversion qui fait que fondamentalement, on dépend, que ce soit des marchés financiers extérieurs, que ce soit de la conjoncture extérieure, et donc on fabrique en permanence de l'endettement. Après, on peut le gérer plus ou moins bien, mais fondamentalement, ce serait à mon avis un prisme déformant que de voir cette question que sous l'aspect justement de la monnaie et que sous l'aspect des réserves. Cela dit, c'est extrêmement important de dire que, en particulier dans les pays en développement, les réserves sont un outil de développement. C'est beaucoup plus que juste la gestion des importations et des exportations. C'est un outil de développement parce que vous pouvez financer ou alors ou simplement garantir des prêts internationaux, etc. Donc, il y a toute une logique d'utilisation des réserves qui, elle, justement, lorsqu'on n'est pas dans un contexte de colonialité, justement, ou de tutelle, de colonialité monétaire, eh bien, là, ça dépend directement des autorités politiques et des programmes de transformation qu'ils ont. Ça suppose donc, de mon point de vue, que toute transformation, tout projet alternatif devrait avoir, à mon avis, comme caractéristique, d'abord, d'avoir la transformation comme objectif. Pas la monnaie, pas si c'est la transformation. Aujourd'hui, nous avons à peu près 15% de valeur ajoutée manufacturière. C'est-à-dire c'est un niveau qu'on a atteint déjà dans les années 70. Je parle au niveau africain général. Ce qui veut dire que même si vous injectez aujourd'hui beaucoup de liquidités dans l'économie, vous n'allez pas nécessairement produire davantage en termes d'élasticité de production parce qu'on n'a pas le tissu industriel suffisant. Donc ça, c'est à mon sens la question première, c'est la transformation économique. Et cette transformation économique, à mon avis aussi, pose un problème de logiciel. Parce qu'on pense en termes d'industrialisation où on se dit on va faire du crédit, mais aujourd'hui, on est dans des changements technologiques, on est dans des changements sociétaux. On ne va pas avoir l'industrialisation du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Aujourd'hui, les chaînes de production, on est dans la segmentation internationale des processus productifs. On vend énormément d'abord des biens intermédiaires, des biens semi-finis. On a des, vous voyez, il faut donc ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est aussi un problème de logiciel. Donc je dirais moi qu'il y a un processus d'intégration qui est africain et panafricain
qui existe sous l'égide de l'Union africaine depuis les années 60, qui a été à chaque fois revu, 63, le plan d'action de Lagos, 1991, etc. Ça a été fait, ça existe. L'idée principale se base sur une théorie, c'est ce qu'on appelle la géographie, l'économie géographique, qui dit on va essayer d'élargir le plus les marchés, parce qu'en élargissant les marchés, on crée de façon endogène aussi une zone monétaire, parce que plus une zone monétaire peut se créer par elle-même, mais surtout en élargissant les marchés, on donne la possibilité de faire des spécialisations internationales. Des pays peuvent choisir si on est d'exporter vers le Nigeria parce qu'on est un peu plus petit, mettons au Togo ou au Bénin, etc. Donc ça, en gros, c'est la stratégie de l'Union africaine, de dire on va le faire, mais région par région. La CEDEAO, la CEAC, la SADC, etc. Interrégion et intra-région et interrégion pour arriver à un échelon plus global. Ça, c'est la stratégie, la vraie stratégie de l'Union africaine. Ce qui est très étonnant, c'est que tous ceux qui ont proposé des changements aux Africains ne prennent jamais en considération, c'est très étonnant, les propositions et les programmes proposés par l'Union africaine qui sont écrits et ratifiés par les Africains. Mais j'estime quand même que, bien sûr, cette proposition a un avantage. Elle est jusqu'à présent soutenue par l'ensemble des États et des Africains. Elle est très populaire. Donc, elle a un capital populaire que n'ont pas les autres projets. Mais il me semble qu'il faudra intégrer ce changement de paradigme en mettant la dimension transformationnelle, insistant sur la dimension panafricaine, c'est-à-dire la mutualisation des ressources, mutualisation des réserves, mutualisation, on peut utiliser même la mutualisation des dettes. Donc ça, c'est le caractère panafricain. Il faudra avoir un caractère alternative, c'est-à-dire accepter qu'on puisse aussi avoir des monnaies locales, qu'on puisse avoir aussi une définanciarisation de la monnaie. On a une monnaie qui est trop financiarisée pour le moment. On n'a pas parlé du rôle trop important des banques et des banques et des logiques financières et spéculatives dans l'économie internationale et le rôle que les banques prennent dans la distribution du crédit. Ça pose énormément de problèmes. Donc, il faudra intégrer cet aspect alternatif et ce que j'appelle un aspect holistique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la monnaie, puisque c'est, comme on a dit, c'est un fait social total. Donc, on ne peut pas la penser simplement du point de vue de l'économie et de façon de faire de l'économisme. La monnaie a un lien avec la culture, elle a un lien avec le social, avec le politique, avec les grandes questions environnementales d'aujourd'hui. Donc, pour moi, toute transformation devra être panafricaine, transformationnelle, alternative et holistique, dans le cadre, bien évidemment, de ce qui est proposé par l'Union africaine depuis les années 60. Merci Martial. Ndongo, peut-être souhaites-tu ajouter en guise de conclusion quelques éléments pour abonder ce débat sur les alternatives et le changement de paradigme économique? Oui, en fait, juste poser des principes. Et, parce qu'il y a des principes qui ont toujours été pertinents et qui sont là et dont on peut s'inspirer. L'Afrique et le monde ont eu la chance d'avoir un grand économiste qui s'appelle Samir Ami, qui avait écrit dans les années 80 un livre qui s'appelle La déconnexion. Et donc, on est à un moment où il faut se déconnecter, pas seulement les pays du Sud, mais aussi les pays du Nord. Il faut se déconnecter vis-à-vis de la logique brutale du capitalisme. Et donc, la déconnexion, c'est quoi? C'est pas l'autarcie, mais c'est pas aussi l'intégration à outrance de la mondialisation. Donc, c'est un juste milieu entre les deux. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour les pays africains? Mais c'est d'abord un peu plus de souveraineté monétaire. Et donc, dans un langage, disons, un peu plus ésotérique, on dirait que c'est la maîtrise de la centralisation du surplus. Donc, c'est important. Vous ne pouvez pas avoir un programme de développement cohérent de transformation si vous n'avez pas un minimum en termes de souveraineté monétaire. Donc, c'est capital, c'est fondamental, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir de bonnes politiques agricoles, notamment d'autosuffisance alimentaire, parce que la plupart de nos populations vivent dans les milieux agricoles. Donc, si nous voulons réduire durablement la pauvreté, éradiquer la pauvreté, il faut garantir de bons prix aux agriculteurs. Il faut avoir de bonnes politiques agricoles. Il faut, dans cette dynamique-là aussi, avoir des politiques qui vont à l'encontre du libre-échange, mais qui reposent plus sur l'émulation, qui reposent plus, disons, sur la production intérieure de tout ce qui est nécessaire. Donc, pas le commerce pour le commerce, mais un commerce peut-être qui peut bénéficier, qui repose sur l'émulation, qui repose sur la satisfaction des besoins fondamentaux. Et il faut aussi l'innovation technique, parce que l'innovation doit être basée sur les ressources que les pays ont, et pas forcément des technologies qu'on importe, etc. On a vu durant la pandémie que l'innovation africaine s'est libérée. On a vu que nos ingénieurs, nos informaticiens sont capables, dans l'urgence, de faire des choses extraordinaires. Il faudrait capitaliser sur cela.
il faut aussi aller, comme Martial l'a dit, dans une dynamique panafricaniste. Mais seulement, je vais tempérer un peu en disant quel panafricanisme, parce qu'il y a un panafricanisme de nos chefs d'État, de nos élites africaines, des banquiers, qui est différent du panafricanisme authentique, originel, qui est différent du panafricanisme des peuples. Et là aussi, il faut être très, très, très vigilant. L'Afrique ne parle pas d'une seule voix. Et souvent, les projets qu'on dit panafricains, qui sont même défendus par nos institutions panafricaines les plus respectables et respectées, sont des projets malheureusement qui s'inscrivent dans l'afrolibéralisme. Là, par exemple, je pense à la zone libre-échange continentale et je pense même aux proches de monnaie unique CEDEAO. Beaucoup, en fait, sont dans l'illusion que la monnaie unique CEDEAO est une alternative au franc CFA. Mais les gens ne se rendent pas compte que ce sont les mêmes principes, c'est les mêmes prémices et les mêmes principes. Vous ôtez la France, disons, de l'équation, vous ôtez la question de la parité, mais c'est exactement la même chose. Et donc là, ça veut dire qu'on partirait de formes de colonialité visible à une colonialité globale, invisible et encore beaucoup plus féroce. Donc les pays africains doivent faire, disons, attention à cette question de la monnaie unique CEDEAO. Il faut se débarrasser du franc CFA au plus vite, mais la monnaie unique CEDEAO n'est clairement pas l'alternative. Et donc, nous devons être conscients aussi de ce fait. Ce n'est pas parce que nous devons débarrasser du franc CFA qu'on doit avoir une relique, je veux dire, un néo-franc CFA qui s'appelle ECO ou autrement. Même si c'est la CEDEAO qui pilote ça, nous devons quand même être très vigilants. Parce que d'une certaine manière, c'est juste, en fait, les principes de gestion financière contre les peuples que nous sommes en train d'utiliser dans le cadre de la CEDEAO. Et c'est ce qui explique d'une certaine manière l'échec de ce projet. Donc, si nous voulons aller de l'avant dans les projets panafricanistes, qu'on soit dans une dynamique panafricaniste qui serve les peuples, qui serve l'émancipation du continent, il faudra aussi s'écarter de ces projets afro-libéraux. On n'est pas là dans une critique pour dire juste qu'il faut se débarrasser des aspects symboliques, il faut se débarrasser des anciens colonisateurs, il faut se débarrasser des logiques de domination, y compris entre les pays africains. Merci Ndongo, merci Martial pour vos réflexions très riches qui nous ont permis de bien cerner les insuffisances de la réforme du franc CFA et puis plus globalement d'élargir le débat à la question des alternatives. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sous la pression des mobilisations populaires, les choses bougent et les autorités politiques ne peuvent pas rester au même stade. Les choses évoluent. Alors, nous encourageons bien sûr ces mobilisations populaires. Nous les suivrons, resterons à l'écoute d'elles et voilà, nous suivrons les mobilisations sur le continent africain, sur ces questions monétaires et plus largement de l'économie et du développement. Merci à vous deux et à bientôt pour d'autres débats. Au revoir. Merci. Merci.